Le rendez-vous mensuel que j'anime va démarrer. Donc, merci de votre temps déjà et puis de votre intérêt pour ces sujets. Donc, avant de commencer, j'attends encore un petit peu que certaines personnes se connectent. Euh, j'ai quelques petits sujets dont je voudrais vous parler avant de démarrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Premièrement, vous avez en haut de l'écran un lien, cliquez ici, qui vous permet de prendre rendez-vous directement dans mon agenda. Donc, si vous êtes présent, c'est que le sujet du Request to Pay vous intéresse. Et si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à cliquer, prendre rendez-vous pour me parler des sujets qui vous préoccupent et voir si je serai en mesure de vous aider. Euh, Bonjour Gaël, bonjour Julien, bonjour Laurie. Euh, les autres sont des pseudos, donc j'hésite à me lancer. Mais voilà, on va bientôt démarrer. Je laisse encore une minute pour des personnes pour se connecter avant d'entamer le sujet. Et je voulais aussi, donc n'hésitez pas, vous avez un chat ici, n'hésitez pas à m'interpeller. Donc j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez des préoccupations sur sur ce protocole de paiement, le Request to Pay, ou des projets. Et donc c'est le moment de me poser des questions. Si je peux y répondre pendant le webinaire, ben, je le ferai volontiers. Je prendrai du temps en fin de session pour répondre à vos questions si je le peux. Puis si ce sont des réponses qui nécessitent un peu plus de temps, à ce moment-là, on prendra rendez-vous. Donc, encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez prendre rendez-vous en cliquant en haut de l'écran sur le bouton cliquer ici, directement dans mon agenda. Vous verrez mes disponibilités et en fonction des vôtres, on pourra caler 30 minutes. Sinon, je vous ai remis le lien ici, là, sous ma signature. Avec ce lien, vous pouvez aussi l'enregistrer dans vos favoris, bien sûr, et prendre rendez-vous avec moi. Voilà, donc ça, il y a quand même pas mal de monde qui s'est connecté. Bonjour Pascal, Richard, Stéphane, Karina, Ouda, Grégoire. Bon, il y a beaucoup de monde. Ça me fait très plaisir. C'est un sujet un peu technique, très spécifique dont on va parler aujourd'hui. Et avant tout ça, je vais me présenter. Donc, Laurent de Bernède, moi, je suis consultant, directeur de Azuli, un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement de sociétés sur leur transformation numérique, bien sûr, mais surtout sur des sujets de paiement, des sujets d'intégration de services de paiement, d'intégration de solutions innovantes de financement pour du paiement fractionné, du, du prêt, voilà, toutes sortes de crédits, crédits conso et autres. Donc, une expertise crédit pro et particulier pour monter des solutions innovantes. Une expertise paiement depuis un long moment maintenant, une spécialisation dans les fintech depuis 2013, donc 10 ans d'expertise fintech en tant qu'entrepreneur ou en accompagnant des grands groupes ou des fintech elles-mêmes. Voilà mon métier, on en reparlera un petit peu en fin de présentation. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, eh bien, c'est le SEPA Request to Pay. Donc, le SEPA Request to Pay, c'est un sujet dont on parle depuis maintenant 2016 et qui a mis du temps à être spécifié et qui aujourd'hui est en train de bouger puisqu'on entre dans une phase d'implémentation qui est imminente. Donc, je vais vous donner des informations, un peu de scoop là-dessus, des informations très fraîches sur ces sujets, sur où on en est. C'est la raison pour laquelle je voulais aborder ce sujet à nouveau, qui est dans les tuyaux, dont beaucoup de monde parle depuis plusieurs années, depuis de nombreuses années, mais qui se remet à bouger après une période de stagnation et de spécification. Donc, on va aborder des sujets. Donc, qu'est-ce que c'est d'abord, hein? Qu'est-ce que le SEPA Request to Pay, le SRTP, aussi appelé RTP ou R2P. Concrètement, comment ça marche? Donc, avec des exemples. Enfin, d'abord, une overview de comment ça marche, qui sont les acteurs concernés et impactés, et puis à quoi ça sert. Donc là, on va rentrer un petit peu dans la
la proposition de valeur, la valeur ajoutée, les cas d'usage avec 2 exemples de ce qui pourrait être fait d'innovant avec ce sujet. Et puis, donc le cas de la vente à distance, puis j'ai rajouté un cas de vente en B2B aussi, paiement de facture, et puis où réside l'opportunité pour les différents acteurs concernés. Et enfin, qu'est-ce qui est déjà fait, qu'est-ce qui reste à faire, et puis vous donner un petit peu de ce qui va bouger là en 2023. Voilà, donc on attaque. Merci à tous encore une fois d'être présents pour ce sujet. Je vois que vous êtes bien nombreux. Premier sujet, qu'est-ce que le SEPA Request to Pay? Eh bien, le SEPA Request to Pay, c'est ni un moyen de paiement, ni un instrument de paiement, c'est tout simplement une couche de messagerie normée, donc sur la base de la norme ISO 20022, qui est un standard international. Et sur cette base, il y a un protocole de messagerie, donc un ensemble de règles opérationnelles sur lesquelles on s'est mis d'accord, qui est devenu une norme, pour échanger des éléments techniques. Les éléments techniques, ça va être donc une demande de paiement de la part d'un créancier, enfin d'un bénéficiaire, et puis cette demande va être émise, donc c'est au-dessus de la couche SEPA de paiement, donc ça va être émis par des établissements qui sont membres de ce protocole de messagerie, membres de EBA Clearing, European Banking Authority, et ces membres vont pouvoir échanger des messages entre eux. Donc le premier message, ça va être j'ai besoin d'être payé, est-ce que tu veux bien me payer? Oui, non. Le payeur a la possibilité d'accepter ou de refuser le paiement. À partir du moment où il accepte, eh bien, le paiement sera déclenché et le paiement est confirmé. À partir du moment où il est confirmé, il y a un virement SEPA qui va être déclenché. Donc, je vais illustrer ça avec ma prochaine slide, qui est concrètement comment ça se passe. Donc, voilà un petit schéma qui paraît un peu confus, mais qui est assez clair. En marron, dans les petites flèches, vous avez les étapes de messagerie, les échanges de messages, la couche donc RTP de messages normés qui est échangé entre les banques du payeur et du payé. Et puis en bleu, les flèches 4 et 5, ce sont les paiements qui sont faits. Donc la première étape, ça va être, l'exemple, ce serait une entreprise qui met une facture et qui l'envoie, donc elle identifie son débiteur qui doit payer la facture, elle lui envoie la facture, elle lui envoie donc une demande à travers ce service de messagerie, une demande de règlement. Cette demande de règlement, elle va être envoyée soit par API avec la facture, soit dans son système de facturation, puisque ça aura été intégré par l'éditeur du logiciel ou la plateforme SaaS, soit via une application mobile, bancaire ou non bancaire, soit via un site marchand, si ce n'est pas une facture, mais c'est un site marchand. Tout ça pour dire qu'il y a un message en étape 1 ici qui part avec la facture ou avec la demande de règlement du site marchand, qui va être envoyé à la banque du payeur, donc par la banque du débiteur. Tout ça, ça se passe à travers aussi un organisme centralisateur, le BA Clearing. Donc, il y a une demande de 1 000 € qui part. La personne reçoit de sa banque un message comme quoi il faut approuver ou rejeter la demande. Si la demande est approuvée, ce message repart à la banque du payeur qui va déclencher un virement SEPA. Un virement SEPA qui peut être instantané ou pas. Le virement SEPA, donc si la banque émet des virements instantanés, elle sera obligée de le faire en instantané. Si elle n'émet pas encore de virement instantané, ce sera un virement SEPA normal. Et à ce moment-là, ce virement va transiter soit en instantané en moins de 10 secondes, soit en 24 heures vers la banque du débiteur qui va recevoir son virement dans ses systèmes d'information avec la notification que le paiement a bien été approuvé d'une part et puis ensuite le paiement est arrivé. Donc voilà. Voilà un petit peu le circuit. Donc ça, c'est le circuit très simplifié. Au milieu de tout ça, il y a EBA Clearing
ou des établissements de processing des paiements, qui peuvent aussi être autres. Et puis, voilà, tout ça, c'est de la messagerie de banque à banque qui atterrit dans les interfaces utilisateurs, soit à travers des API, soit à travers des applications et du web banking. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat que vous avez dans votre interface de la conférence. J'espère que ce petit schéma vous a aidé à comprendre ce que c'est. Donc, on a vu comment ça se passait. On va regarder donc qui est concerné. Donc, on a bien vu que c'était un système de messagerie pan-européen. J'ai oublié de le dire, mais c'est bien pan-européen. Ça a été mis en place par des autorités européennes. Le clearing, c'est-à-dire le processing des transactions, se fait de façon centralisée dans la plupart des cas. Donc, ça va être entre membres participants de ce protocole. On appelle ça en anglais un scheme. Donc, c'est un protocole auquel on adhère. Donc, il faut que les participants, comme des participants Visa ou Mastercard pour les transactions cartes, là, il faut que les participants s'enregistrent auprès de EBA Clearing. Je vous ai mis un petit lien qui vous donnera plus de description sur ces sujets si vous voulez plus d'informations. Mais voilà, les participants vont s'inscrire, vont être approuvés. Il y a des critères précis d'éligibilité. Et une fois qu'ils sont approuvés, eh bien, ils vont pouvoir mettre en place le protocole de messagerie qui va ensuite, les interfaces qui vont bien pouvoir communiquer avec les clients. Donc, pour que les messages apparaissent dans les interfaces mobiles, web ou les SMS sortants ou les communications sortantes. Et puis, une fois que ça c'est fait, eh bien, les transactions se font de banque à banque comme un virement, c'est pas normal. Donc, qui est concerné en premier lieu, les banques qui vont toutes, a priori, devenir participantes. Les prestataires de services de paiement qui font, par exemple, de l'encaissement de paiement carte aujourd'hui pour les sites marchands. Donc, eux vont aussi pouvoir devenir participants. Et puis, on a les établissements de paiement ou les prestataires de services les prestataires de services d'initiation de paiement qui aujourd'hui font de l'initiation de paiement avec la réglementation financière européenne, la directive des services de paiement 2, la DSP2, et qui font, basé sur de l'open banking et de l'accès aux comptes bancaires de tiers en tant qu'intermédiaire, des virements de banque à banque. Ils peuvent initier des virements. C'est un système un peu moins fiable, un peu plus compliqué à gérer. Et donc, ces partenaires-là, ces prestataires, ils vont aussi être intéressés pour orienter leur business vers ce protocole d'échange de messagerie et de virement qui va être centralisé, normé et faciliter les choses. Il y aura beaucoup moins d'API à gérer pour les gros avantages de leur côté. Donc, voilà un peu qui est concerné, à part bien entendu les utilisateurs finaux, professionnels, gouvernementaux, associatifs ou particuliers qui sont concernés aussi. Il y aura aussi des services techniques, des prestataires techniques qui vont pouvoir s'enregistrer et participer à cet échange de messages qui déclenche des paiements. J'espère que c'est clair. À nouveau, n'hésitez pas à m'interpeller, me poser des questions. Voilà pour les acteurs concernés. Donc finalement, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, ça sert à pouvoir faire des demandes de règlement, approuver ou rejeter des demandes de règlement dans tous les cas de figure, les cas d'usage qu'on va voir tout de suite. 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, puisque ça s'appuie sur les normes de paiement européennes SEPA. Tous les paiements seront des virements SEPA, instantanés ou pas. Voilà à quoi ça sert. Et qu'est-ce que ça apporte aux différents acteurs concernés dont on vient de parler? Alors, pour les banques, il y a beaucoup d'avantages. Pour les PSP, les établissements de paiement aussi, les principaux avantages listés ici, ça va être la possibilité d'avoir des nouvelles sources de revenus.
Aujourd'hui, les banques, elles se rémunèrent surtout sur les transactions, sur de la tenue de compte, sur des frais liés à la transac. Et là, avec ce protocole, elles vont pouvoir rajouter des services et se réapproprier une partie de services financiers, notamment du crédit, du paiement fractionné et autres, on va voir ça un peu plus tard, qui leur ont échappé et qui sont entre les mains de prestataires de services de paiement, d'émetteurs de monnaie électronique, d'établissements de paiement, d'autres prestataires techniques qui apportent de la valeur et des services. Et les banques, finalement, elles se contentaient d'effectuer des virements et des prélèvements et des transactions, et de processer des transactions. Là, elles vont pouvoir revenir dans le jeu et apporter des nouveaux services. Il va y avoir donc une création de valeur additionnelle pour les particuliers, qu'elles peuvent vendre aux particuliers et aussi aux entreprises. Elles vont pouvoir aussi créer de la valeur avec une API corporate. Elles en ont déjà qui permettent à des gros facturiers, à des grands comptes de gérer efficacement sans passer par le web banking, mais directement par des API intégrées à leur système d'information, un certain nombre de services proposés par les banques. Pareil, là, ils vont pouvoir enrichir leur API corporate avec ces services d'échange de messagerie pour générer des demandes de paiement, approuver ou refuser des paiements. Tout ça lié aussi à des factures. Donc, il y a un enjeu lié à la facture électronique aussi important. Dans certains pays, comme la Finlande qui a déjà déployé la facture électronique depuis au moins 5 ans, eh bien, le request to pay est déjà utilisé non pas avec la norme européenne, mais une norme locale, pour traiter des factures électroniques. Il y a d'autres pays aussi, la Hongrie, la Hollande, d'autres pays qui utilisent déjà des protocoles privés d'initiation de paiement de ce type-là. Donc, grosse valeur ajoutée côté B2C et côté B2B pour les banques qui reviennent au centre du jeu. Protocole standardisé, donc facile à mettre en place. Toutes les banques utilisent exactement les mêmes services, les mêmes API, les mêmes messages. Donc, une implémentation relativement facile. Et puis, on se connecte à un organe central qui est l'EBA Clearing. Et ça, c'est important pour les banques parce qu'elles n'ont pas à se connecter entre elles, ni avec une multitude d'acteurs privés. Donc, ça permet, tout ça, cette création de valeur va permettre de fidéliser ses clients, de se le réapproprier dans beaucoup de cas d'usage. Pour les marchands qui font du e-commerce ou qui font de la vente en proximité, en boutique, eh bien, on va avoir certainement une amélioration d'un taux de conversion. Il y a beaucoup de gens qui hésitent encore à mettre leur carte de crédit sur certains sites. Il y a un manque de confiance. Il y a aussi de la fraude liée à la carte qui va être éliminée à travers ce nouveau service. Donc, meilleur parcours client, plus de confiance, plus simple, plus sécurisé. Ça se passe à travers les interfaces bancaires, donc c'est plus sûr, plus rassurant pour le particulier, donc plus engageant pour le marchand. Le paiement est irrévocable, donc ça c'est important aussi, contrairement à un paiement carte qui peut être refusé a posteriori, contrairement à d'autres types de paiements, le virement, ce qu'on appelle le SEPA Credit Transfer, le SCT, il ne peut pas être repris. Il faut refaire un virement en sens inverse pour rembourser, ce qui est très facile pour le marchand. Donc ça aussi, ça facilite les remboursements en cas de retour de marchandises. C'est facile et c'est moins cher aussi que les encaissements cartes, puisque c'est du virement SEPA qui est très souvent moins cher. Donc, des gros avantages pour le marchand, une confiance renforcée avec ses clients et plus d'options de paiement. On va le voir tout à l'heure, il y a des différentes options qui vont pouvoir être apportées par les banques. Un peu les mêmes options qu'on aurait par les paiements cartes, mais qui restent chers. Simplement, c'est du virement. Pour le consommateur, là, c'est pas mal. Certains consommateurs sont souvent bridés dans leurs dépenses par des plafonds cartes hebdomadaires, mensuels, glissants sur 7 jours, 30 jours, suivant la typologie de la carte et suivant les émetteurs. Donc là, c'est déplafonné.
Les banques, sur les virements instantanés ou normaux, les SCT, peuvent mettre des plafonds, mais ils sont souvent très élevés. Sur du SEPA instantané, on a vu des plafonds qui peuvent être de 3 000 euros, mais c'est pour les particuliers uniquement. Mais la plupart des banques mettent des plafonds plutôt à 100 000 euros. Certains pays et certaines banques, donc je reprends l'exemple de la Finlande, qui utilise ce protocole depuis un certain temps, il n'y a pas de plafond. Donc ça peut être en millions d'euros et c'est déplafonné. Voilà, donc ça c'est important. Ça peut faciliter aussi les taux de conversion côté marchand, on l'a vu, mais les dépenses pour les particuliers. Un parcours assez simple, on va le voir un peu dans le détail avec des exemples. Une confiance renforcée puisque ce sont des virements de banque à banque ou établissement de paiement. Donc c'est plus sûr au niveau des parcours, ça va plus rassurant. Il y a aussi moins de risques de fraude parce qu'il y a quand même pas mal de clients qui se font frauder leur carte, voler leur numéro de carte. Et donc là, on a quand même un renforcement de la sécurité des transactions qui peut être que les clients vont préférer dans certains cas. Surtout si les banques et les prestataires de services de paiement apportent des facilités de paiement, comme on va le voir, ce qui est possible. Et puis, il y a la capacité de refuser le paiement. Donc, contrairement à ce qu'on a un prélèvement, qu'on appelle un SEPA direct débit, le SDD, on ne peut pas refuser, c'est compliqué de refuser un SDD, un prélèvement qui a été programmé, sur lequel il y a un mandat. Pour le client, en tout cas, très souvent, il n'y a pas des interfaces pour le faire. Il faut passer des coups de téléphone, envoyer des emails. Là, il y a une capacité instantanée de refuser un règlement qui vous est proposé. Donc, c'est intéressant pour le client. Pour quel cas ça peut être utilisé? Eh bien, ce protocole de messagerie, cette surcouche SEPA, va être proposé et utile dans tous les cas de figure. Donc, la transaction en vente à distance pour le e-commerce, pour les marchands, la vente en proximité, la vente en boutique, le proxy, c'est la boutique. On va pouvoir aussi directement depuis les caisses de magasins émettre ce petit message qui va aller sur la banque en fait, du client. Et ça, c'est bien entendu chez un client connu, parce qu'il faut qu'il donne le nom de sa banque et qu'il identifie le compte concerné. Donc un client avec une carte de fidélité, un client fidélisé déjà connu par la boutique, on va pouvoir mettre ça en place. Après, il y aura certainement, à travers d'autres protocoles d'identification de clients, comme des protocoles de proxy, il va y avoir la possibilité de donner son numéro de téléphone ou son adresse email. Et là, on va pouvoir faire un choix de banque directement dans son appli bancaire, faire un choix de compte et pouvoir payer aussi, juste à travers en donnant son numéro et son adresse email, même si on n'est pas connu du magasin. Donc, beaucoup de possibilités. Les règlements B2B et G2B, Government to Business, là aussi, des gros enjeux pour faciliter les paiements, pour les sécuriser, pour les instantanéifier. Donc très intéressant, ça peut être encore une fois adossé à du paiement de factures dans des logiciels d'émission et d'encaissement de factures, tout ce qui est pré-comptabilité, et puis aussi la facture électronique. Et puis les règlements B2C, aussi toutes les prestations du gouvernement vont pouvoir être faites comme ça. Le C2C aussi, le peer-to-peer entre particuliers, ça peut être utilisé. Voilà, donc il y a tous les cas d'usage qui sont concernés par cette nouvelle messagerie de demande de règlement. Et là, je vais vous mettre un petit exemple. Donc, un exemple de vente à distance. Donc, on est sur le site, pour ne pas les citer, Amazon. Il fallait que je vous donne un exemple. On achète une enceinte Bluetooth à 79,99 et le marchand vous propose
Vous êtes connecté à votre compte, on connaît votre banque et votre IBAN est déjà enregistré. Donc, c'est la banque Bbank, pour n'en citer qu'une. Je dis ça parce que je suis actionnaire de cette banque et directeur général. C'est donc facile de faire de l'autopromo. Non, mais il fallait que je donne le nom d'une banque. On peut choisir son IBAN ou bien ajouter un nouvel IBAN, une nouvelle banque directement dans l'interface du marchand. Et on peut donc annuler le paiement de son panier ou bien le confirmer. Si on confirme, on va immédiatement, en tant que client, recevoir dans son interface bancaire, ici, un choix. Et c'est là où la banque peut ajouter énormément de valeur. Elle reprend le contrôle sur des facilités de paiement, sur du crédit, qui peut être du crédit conso, qui peut être toutes sortes de services à forte valeur ajoutée, payants, payant au-delà du coût de la transaction, qui est en général inclus dans un forfait bancaire. Donc là, la banque va pouvoir proposer soit un virement directement sur le compte, soit un paiement en 3 fois, soit et même un paiement par carte. Et la façon dont ça va se passer, c'est que la banque elle-même va pouvoir se substituer au payeur, payer avec son propre argent à la place de l'argent de son client qui a un compte chez elle, directement le marchand. Donc Amazon va recevoir la notification comme quoi le client a accepté le paiement. Ça se fait instantanément. Le paiement est donc validé et il est plus révocable. À ce moment-là, la banque va initier le virement par le SCT, instantané ou pas, depuis soit le compte de son client, soit depuis son propre compte. Et là, elle va pouvoir ensuite proposer un choix, c'est ce que je présente là, à son client pour étaler un paiement, pour le mettre sur une carte de crédit, sur une carte de débit, pour le payer autrement, le mettre sur un compte de crédit consommation, etc. Voilà, donc là, la banque, c'est là où elle revient au centre du jeu avec beaucoup plus de valeur ajoutée. Donc c'est hyper intéressant. Voilà. Après, ces services-là, ils peuvent être laissés aussi au PSP, qui va lui-même proposer exactement la même chose, ces services, et la banque fournira ces services si le PSP ne peut pas fournir de crédit, par exemple, et elle partagera cette marge du service additionnel, donc partagera avec le PSP. Donc tout le monde peut être gagnant dans ce genre de schéma. Je prends un autre exemple, un exemple B2B cette fois-ci, où là, toujours, la banque revient au centre du jeu. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent dans le chat, donc très bien, merci, j'y répondrai juste après, en fin de présentation. Là, on est dans un modèle où il y a eu une facture qui a été envoyée avec une demande request to pay. La banque reçoit cette demande, envoie une notification à son client, le client ouvre cette notif et il arrive sur cet écran. Donc là, on voit qu'il y a une nouvelle demande de paiement. Il faut payer Azuli 700 € le 15 février 2023. On peut soit décider de payer tout de suite, soit décider de payer à l'échéance, voilà, soit décider d'étaler le paiement. Si on, alors, je reviens, pardon. Soit décider de payer à l'échéance, soit décider, si la banque veut proposer ça à ses clients, encore une fois, moyennant un surcoût de ici 24 € par exemple, et de reculer l'échéance de la facture. Mais là, c'est un service que propose la banque. Ce n'est pas proposé par Azuli, le débiteur. Donc, la banque va dire, ben, moi, je vous propose d'étaler, de reculer l'échéance de ce paiement pour vous apporter une facilité de trésorerie. Et je vous propose un mois à 24 €. Si vous pouvez refuser le paiement, vous pouvez accepter si vous payez, et bien, à ce moment-là, la banque va payer à votre place Azuli les 700 €. Elle va vous prélever 24 € et elle paiera Azuli immédiatement. Par contre, vous ne serez débité que le 15 mars, donc un mois plus tard. Vous avez gagné un mois de trésor pour 24 €. Bon.
Voilà ce que la banque peut apporter à ses clients en termes de nouvelles valeurs ajoutées. Elle peut proposer un autre service qui pourrait être, hein, encore une fois, ce sont des exemples là que j'invente, ce sont des exemples de services innovants. Euh, elle peut proposer d'étaler le paiement et donc de le payer en 3 fois ou en 4 fois, moyennant, encore une fois, 24 € ou 38 € pour 4 fois. Euh, et voilà, donc se faire rémunérer pour ces nouveaux services, cette nouvelle valeur ajoutée qui est du crédit. J'espère que c'est clair. Est-ce que si vous avez des questions, à nouveau, utilisez le chat. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi avec le petit bouton rouge qui est en haut ici. Donc voilà, on a vu des exemples, on a vu qui était concerné, et maintenant on va voir un petit peu où est l'opportunité. Donc on voit que pour les PSP, ils peuvent proposer des nouveaux services en lien avec des établissements de crédit, avec les banques qui peuvent leur proposer toutes sortes d'innovations. Ils peuvent proposer des parcours hyper simples, hyper rapides et sécurisants. Ils peuvent donc limiter les cas de fraude à la carte, proposer à leurs clients ces nouveaux services qui vont limiter les cas de fraude pour les marchands. Pour les établissements de paiement, les EP, eh bien, c'est pareil, hein, ils vont pouvoir proposer ces nouveaux services de valeur ajoutée. Il y a une réduction de la fraude et puis il y a une intégration standardisée, simple et centralisée. Donc, on se connecte à une seule interface de clearing et puis on a après accès à toutes les banques. On n'a pas besoin de se connecter à toutes les banques individuellement. C'est pareil pour les prestataires de services d'initiation de paiement. Ils avaient un métier extrêmement difficile et difficilement monétisable du coup parce que hyper cher à mettre en place et à maintenir. Un prestataire de services d'initiation de paiement, il doit se connecter à toutes les API de toutes les banques et toutes les API sont différentes et toutes les API ont des modes de connexion différents avec des règles de connexion pour limiter les problèmes de sécurité, qui fait qu'on doit se reconnecter assez souvent, qui fait que si l'API change, il faut modifier de son côté son accès à cette API bancaire. Donc il y a un problème de travail initial pour mettre en place un service de virement de compte à compte entre deux banques, et puis un service pour le maintenir qui est extrêmement coûteux. Et bien là, comme c'est centralisé, comme c'est standardisé, les prestataires de services de paiement vont pouvoir proposer des nouveaux services beaucoup plus simplement, à moindre coût et probablement avec un meilleur modèle économique. Et tout ça en partenariat, encore une fois, avec les banques. Hein. Ils ne sont pas sortis du jeu du tout, au contraire. Et bien pour les banques, on en a suffisamment parlé précédemment, nouvelles sources de revenus, des innovations possibles, on revient au centre du jeu, c'est un standard pan-européen et on a moins de cas de fraude à gérer, que ce soit par la carte ou que ce soit de la fraude de toutes sortes, puisque les banques sont responsables de ces services-là vis-à-vis de leurs clients. Des gains de productivité, donc au-delà des gains d'innovation et des gains de service à valeur ajoutée. Voilà, donc on a fait un peu le tour, j'espère que ça a été clair, hein, c'est assez rapide, assez succinct. Je vais me garder du temps pour les questions-réponses, mais avant ça, je voulais vous dire un petit peu où on en est dans la mise en route de ce nouveau service de messagerie interbancaire. Donc c'est un projet qui est en route depuis 2016, qui a vraiment démarré en 2018. Il y a eu en 2019 beaucoup d'annonces et un travail qui a commencé à être fait de spécification. Et il y a eu un schéma directeur, un rulebook qui a été émis et puis corrigé. Et le 30 novembre 2020, ça a été publié par... donc c'est un schéma, pardon, c'est un projet qui a été mené par l'European Payment Council, qui émet ces normes et qui essaye, en fait, dont la vocation est de faciliter la normalisation de services de paiement au niveau européen. Ensuite, il y a une autorité européenne qui gère les protocoles et les met en place. Et donc, l'EBA Clearing est là c'est le système
qui va enregistrer les participants et après s'occuper de processer les transactions et de les valider. Donc de créer ces circuits de communication entre banques d'un point de vue central. Donc ça a été fait, CMI, depuis 2020, et tout le monde y a accès, tous ceux qui veulent. Ces projets, ils ont été financés par 28 banques, institutions financières européennes, qui ont contribué à la mise en place de ce projet. En 2020, il y a un groupe bancaire de 40 banques, 2021, pardon, le Berlin Group, qui a confirmé qu'ils allaient tous participer. Donc, il y a vraiment un souhait très fort de la part de toutes les banques d'adopter ce système européen. L'API, elle est disponible aujourd'hui et les premiers participants peuvent mettre en place déjà ces services à travers ce protocole normé. Donc, on en a 2 qui sont enregistrés. Je les cite, donc Pinecone, qui est une société, qui est un établissement de paiement finlandais et qui se positionne sur le sujet du request to pay. Donc, c'est un de mes nouveaux clients. Je les aide à s'implanter sur le marché français, à évangéliser ce service, leur service. Donc, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi si ça vous intéresse. C'est en fait le premier participant qui s'est enregistré et qui aujourd'hui propose ces services. Ils vont être les premiers en Europe à lancer le service avec une banque et 2 PSP finlandais début avril. Avant même que le EBA Clearing ait validé le lancement. Donc, ils vont pouvoir le faire de façon autonome entre une banque et 2 PSP et faire eux-mêmes le clearing. Donc, même si EBA Clearing n'a pas encore démarré, lancé l'ouverture du service, eux pourront le faire en interne en faisant leur propre clearing. Donc, ils sont très avancés sur le sujet et si vous voulez plus d'infos, je vous invite à me contacter. Money, qui est un acteur espagnol très important sur le marché des services de paiement en Europe, est aussi enregistré et a certainement, j'ai pas réussi à les contacter avant cette présentation, mais ils ont certainement aussi des projets dans le tuyau imminents pour une mise en service rapide. Donc, les dernières infos que j'ai obtenues, c'est que EBA et EBA Clearing vont confirmer dans les jours qui viennent le lancement du service qui est normalement prévu le 4 avril 2023. Donc ça, c'est un petit peu un scoop. Il y a des réunions prévues cette semaine et la semaine prochaine pour décider s'ils vont pouvoir maintenir cette date. S'ils ne la maintiennent pas, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas de partenaire bancaire participants enregistrés en tant que tels, prêts à lancer le service. Donc les banques, elles travaillent dessus depuis un moment déjà, hein, elles sont prêtes, mais simplement elles sont peut-être en attente ou pas tout à fait prêtes. Donc EBA Clearing va décider ou pas si le 4 avril, ils vont ouvrir le service de façon officielle ou s'ils vont repousser cette date. On va en savoir plus dans les jours qui viennent. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message et je vous tiendrai informé. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Ce qui reste à faire, eh bien, c'est que les banques sont un petit peu attentistes sur la mise en route du service, même si elles travaillent déjà dessus. Donc toutes les banques européennes sont sur le sujet, mais elles voulaient d'abord déployer le virement instantané parce que c'est quand même une des clés du succès de ce protocole, c'est l'instantanéité du paiement, même si l'instantanéité de l'acceptation du paiement suffit pour, par exemple, envoyer une commande. Il est quand même préférable d'obtenir le paiement et le virement instantané, c'est 10 secondes, donc c'est sympa. D'après mes estimations, et encore une fois, c'est assez dur d'avoir les infos, mais c'est que 80% des banques européennes sont capables d'accepter du virement instantané, 60% sont capables d'en émettre, donc ça c'est un peu à la louche, hein. Je vous avoue que ce n'est pas des statistiques très précises, sont capables d'émettre des virements instantanés, mais en tout cas, toutes sont dessus depuis plusieurs années et on atteindra
des taux très très élevés assez rapidement d'ici 2024. La deuxième étape, c'est qu'une fois que ça c'est fait, les banques sont focalisées là-dessus, eh bien, elles vont s'attaquer au request to pay, qui est le prochain protocole sur lequel elles vont vouloir travailler. Les PSP vont s'y mettre aussi, et puis tous les autres types de participants que j'ai nommés précédemment. Donc aujourd'hui, eh bien, il n'y a que 2 participants. Demain, il y en aura, fin 2023, il y en aura certainement des centaines, voire des milliers. Et je cite un chiffre que Sopra Banking a publié dans une étude récente, qui est qu'ils estiment qu'en 2025, il y aura proche de 5 milliards de transactions effectuées en request to pay, suite à un message request to pay, des transactions SEPA, sur le marché européen. Donc c'est quand même des volumes importants qui sont prévus. Et puis toutes les banques ont émis bien entendu leur souhait d'adopter ce nouveau service. Donc moi, je vous invite à vous pencher sur la question. Le moment n'était pas vraiment encore venu puisqu'on n'avait pas de date de lancement de la part de EBA Clearing. On n'avait pas de participants enregistrés. Et finalement, c'était peut-être un peu tôt pour commencer à bosser sur le sujet. Mais vous, en tant que soit plateforme SaaS, soit éditeur de logiciels, soit marchand, soit PSP, soit banque, ben, le moment est venu. On est là, le lancement est imminent, c'est pour 2023. Et ça va prendre beaucoup de vitesse. Donc, si vous voulez être les premiers à innover, eh bien, il faut se lancer dans ces projets. Donc, moi, mon métier, c'est d'accompagner les entreprises, quelles qu'elles soient, dans l'intégration de services de paiement, dans la conception de nouveaux services innovants. Je fais ça, je fais du cadrage, je fais du cadrage réglementaire, donc la conception d'offres. On définit les offres, on les cadre d'un point de vue produit, d'un point de vue réglementaire, de quel service vous avez besoin. Ensuite, on fait une sélection de partenaires qui peuvent vous proposer ces services. Donc, je travaille au quotidien avec tous les partenaires, que ce soit techniques ou que ce soit des partenaires réglementés qui ont des licences pour offrir des services de paiement. Je travaille beaucoup, de plus en plus maintenant, sur des sujets aussi qui font appel à des cryptos et de la blockchain. Et des partenaires techniques comme du KYC, du score crédit, de l'agrégation, voilà tout ça. Donc je connais leurs forces, leurs faiblesses, leurs prix, parce que je les consulte pour mes clients, et je suis capable d'aiguiller mes clients, de faire gagner du temps, de sécuriser les projets pour accéder à une mise en marché plus rapide, dans les délais, dans les budgets, puisqu'on peut cadrer dès le départ tout ça assez précisément. Donc voilà, si vous avez des projets, ben, n'hésitez pas, je suis là pour vous accompagner. Et puis, dernier sujet, je vous fais pas un peu de publicité pour un projet qui me tient à cœur. Donc, certains d'entre vous le savent, je suis passionné de voile. La croisière et la régate m'amusent beaucoup. Et je trouvais dommage qu'on n'ait aucun événement sportif dans notre milieu fort sympathique des fintech. Ce milieu, il est animé par France FinTech, par Finance Innovation, il est animé par Finieur aussi, qui sont tous devenus partenaires de cette initiative. Donc, je monte la FinTech Cup qui aura lieu pour la première fois du 6 au 8 octobre à la Trinité-sur-Mer. On aura tous le même bateau, ce seront des grandes surprises. Ce seront que des bateaux de FinTech ou de partenaires. Et voilà, donc 3 jours pour networker, fédérer des équipes, renforcer le sentiment d'appartenance d'une entreprise qui va se fédérer derrière son équipage tout au long de l'année. Et voilà, je monte ça, les bateaux peuvent s'inscrire, vous me contactez, sinon fintechcup.org, il y a un formulaire. Je cherche aussi des sponsors, donc si vous êtes intéressé pour rayonner dans l'univers des fintechs, c'est le moment de prendre la place, puisqu'une fois que les places sont prises, notamment le sponsor titre qui va donner son nom à l'événement, c'est dur de le déloger. Voilà, contactez-moi, c'est un petit projet, Side Projects, qui me tient à cœur. Voilà, ben on a fini, je vais répondre à vos questions, il me reste un quart d'heure pour ça. Voilà mes coordonnées, contactez-moi si vous avez des questions. Donc il y a une question de Laurie. Merci pour la qualité de la présentation. Vous avez
évoquer le côté moins point faible et plus compliqué de l'initiation de paiement DSP2 par rapport au RTP. Pourriez-vous préciser? Oui. Alors, ben, j'en ai parlé après que vous ayez posé la question. Euh, Après, donc, l'initiation de paiement DSP2, il consiste à créer une connexion à travers le login et le mot de passe que le client donne au fournisseur de ce service, au PSIP. Il va, à travers une interface, donner ses login mots de passe entre deux comptes bancaires. Et le prestataire de service va pouvoir faire un virement entre ces deux comptes sur ordre, bien entendu, du client ou sur un ordre programmé par le client. Donc, il y a plein d'avantages. Donc, les gens qui font ça, c'est FinTechTure, c'est Bridge, enfin, il y en a pas mal, c'est Tink, beaucoup. Et je ne vais pas tous les citer, et désolé si vous êtes là, mais que je ne vous ai pas cité. C'est compliqué à mettre en place parce qu'il faut créer ce lien, ces interfaces entre chaque API bancaire quand elle est disponible. Et quand il n'y a pas d'API, eh bien, c'est du web scrapping, c'est encore plus dur. Il faut aller se connecter via une interface dédiée ou une interface grand public au compte du client, maintenir cette connexion en place le plus longtemps possible, sachant que les banques, elles vous déconnectent. Donc voilà, c'est un parcours client où il faut se reconnecter souvent. On a perdu son mot de passe, on l'a oublié, la banque vous impose de le changer régulièrement. Tout ça pour dire que c'est un métier difficile à mettre en place, difficile à maintenir. Les API bancaires et les sites web des banques qui changent. À chaque fois que l'API ou que le site web change, le prestataire de service, il doit modifier sa connexion à ce site ou à cette API. Et donc, lui, il doit faire un travail de maintenance quotidien sur ces centaines ou ces milliers d'API et de banques auxquelles il est connecté. Et c'est très compliqué, c'est très dur. Et c'est pas simple pour le client non plus, qui doit très souvent remettre son mot de passe. Donc, c'est pour ça que le request to pay, on a vu que c'était un protocole normé, c'était du banque à banque, et il n'y a pas besoin de mettre son mot de passe une fois qu'on est identifié dans l'interface de sa banque ou de son partenaire de paiement. Et voilà pourquoi c'est plus simple en termes de parcours client et en termes de mise en œuvre et en termes de maintenance. Une fois qu'on l'a mis en place, ça ne bouge plus. C'est un protocole qui ne va pas bouger, donc, ou très peu. Et toutes les banques seront informées, elles feront les modifs en même temps de leur côté. J'espère avoir répondu à la question. Contactez-moi. Si ce n'est pas le cas, on prend un petit rendez-vous. Je pourrais vous en dire plus. L'autre question posée par Mulot. Bonjour, le paiement est irrévocable à partir du moment où le consommateur valide le paiement, à partir du moment où les fonds sont crédités. Alors, un virement, c'est pas, une fois qu'il est parti, il est parti. Donc là, ce qui se passe avec ce protocole de messagerie, c'est qu'une fois que le client a confirmé qu'il acceptait de payer la demande, il acceptait la demande de paiement, cette confirmation, elle est elle-même irrévocable aussi, et elle va automatiquement déclencher le virement. Donc oui, une fois qu'on a fait l'acceptation du paiement et que le débiteur qui attend le paiement reçoit ce message comme quoi le paiement a été accepté, eh bien, il peut en toute confiance envoyer la commande, livrer le service et être serein sur le fait qu'il va être payé puisque le message va suivre son circuit de banque à banque qui va déclencher le virement instantané ou pas. Et ça va suivre son cours. Donc, sauf s'il y a un incident sur les services de paiement, voilà, dans le scheme SEPA ou au sein de la banque, sur les remises, sur la gestion des virements. Sauf s'il y a un incident technique côté banque, le virement va arriver. Et même s'il y a un incident technique, c'est juste un report, un délai supplémentaire, mais le virement va arriver. Il ne pourra pas être intercepté, repris, ni annulé. Il pourra simplement être renvoyé si jamais il y avait un besoin de renvoyer l'argent. Mais ce sera un nouveau protocole d'échange et un nouveau workflow pour renvoyer le paiement. J'espère avoir répondu à votre question. Voilà. Formidable initiative de la FinTech Hub. Merci, la FinTech Hub. On a tous besoin, je pense, dans ces métiers très techniques, très sérieux, même si on innove, même si il y a une bonne entente entre les concurrents, les acteurs.
On a tous besoin de se retrouver aussi dans des événements plutôt sociaux, plutôt sympathiques et là sportifs. Puis il y a un volet caritatif aussi que vous pourrez lire. Euh, je vous enverrai la doc si vous êtes intéressé. Où il y a, voilà, je vais rejoindre un ami et un ancien concurrent et en relation professionnelle, Olivier Goua, qui s'est lancé dans une croisade pour lever de l'argent pour une maladie dont il souffre malheureusement, qui est la SLA, la maladie de Charcot. Et donc, moi, je cherchais un moyen de l'aider dans cette levée de fonds, de le soutenir. Et la FinTech Cup, eh bien, si vous venez régater ou si vous vous associez en tant que partenaire, en tant que sponsor, vous contribuerez à travers Azuli à un don de 60 euros par participant à l'événement que je vais reverser. Donc ça, j'espère que ça va donner entre 8 et 10 000 euros pour ma part, de reverser à l'Institut du cerveau pour la recherche sur la SLA, qui est une maladie rare. Et puis, les sponsors, certains se manifestent pour eux-mêmes matcher ce don, donc ils peuvent aussi faire des dons. Et en tant que participant, vous aurez aussi l'occasion de matcher ce don ou de donner, faire des dons aussi de votre côté directement. Voilà, ben, j'espère que ça vous a intéressé, éclairé. C'est mon but à travers ma masterclass mensuelle. La prochaine sera le 2 mars. Sujet encore à déterminer. Je vous tiendrai informé. Suivez-moi sur LinkedIn et enregistrez-vous à ma masterclass. C'est un webinaire que j'anime à travers CFP Talent. Et donc, vous pouvez vous inscrire sur mes différents événements. Je profite aussi de cette audience pour vous dire que j'anime aussi, j'ai monté avec mon partenaire dont je suis membre, Finance Innovation, j'ai monté un événement qui est la matinale de la DeFi du 7 février, la semaine prochaine, de 9h à 11h. Et là, c'est sur des sujets crypto. C'est sur le sujet du stablecoin euro, où on en est, qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça sert, et puis quelle est la relation et la place du stablecoin euro par rapport à l'euro numérique. Donc, on aura des interlocuteurs de très haut niveau. Je vous invite à regarder sur mon LinkedIn ou sur Finance Innovation et vous inscrire à l'événement. Ce sera en raison de la grève uniquement en digital. On attend une très très grosse audience et encore une fois, j'ai des très bons speakers. Je vais modérer les 2 tables rondes successives, une première sur le stablecoin euro et une deuxième sur l'euro numérique, avec la Banque de France qui va venir nous éclairer sur où en sont les expérimentations. Donc, sujet assez intéressant qui devrait intéresser un grand nombre d'entre vous, je l'espère. Voilà, voilà pour toute l'animation. Et puis encore une fois, tout ça, ça me permet de rentrer en contact avec un grand nombre d'entre vous qui peuvent avoir des projets sur lesquels je peux vous accompagner en apportant mon expertise et ma connaissance de ces différents marchés. Merci à tous. Donc moi, je reste en ligne pendant à peu près 10 minutes, là 8 minutes. Je dois libérer la salle à 12h30. N'hésitez pas à me poser vos questions encore sur le chat pendant ces quelques minutes ou à prendre rendez-vous encore une fois en cliquant sur mon lien. Cliquez ici, en haut de votre écran. Et puis, je vous donne rendez-vous dans un mois, le 2 mars, pour un prochain sujet qui reste à confirmer. Voilà, merci énormément pour votre temps, pour votre attention. J'espère que ça vous a apporté un peu d'éclairage et des idées surtout. À très vite. Ah, autre chose, dernier point, j'envoie toujours un replay de l'enregistrement de ma conférence que vous pouvez partager, vous pouvez faire circuler. Donc ça, vous recevrez un email, tous les participants reçoivent un email dès que c'est disponible avec le lien de téléchargement ou de connexion. Voilà, et puis encore une fois, bonne journée et merci encore. Je suis toujours là pour répondre à vos questions.
Donc, je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vais libérer la salle. Merci encore, Grégory, Jérémy, Paco et Glodon. Gélodon. Merci pour votre présence. À très bientôt. J'espère dans un mois. Ah, une dernière question. Est-ce que les banques qui sont participantes directes, est-ce que les banques qui sont participantes directes, EP ou EME, ont déjà annoncé qu'elles allaient fournir l'accès à leurs clients? Non, en fait, je n'ai pas connaissance d'EP ou de ME qui pourraient devenir participants, à part Pinecone, avec qui je suis en discussion, et Money, l'espagnol, qui eux sont deux établissements de paiement. Donc en Finlande pour Pinecone et en Espagne pour Money. Les EME, bien entendu, peuvent aussi devenir participants et ils vont le faire. J'en suis certain. Je vois pas pourquoi et comment un Xpolens, un Trésor, un Swan ou autre ne proposerait pas ce service à leurs clients pour de la marque blanche, ou s'ils ne font pas de marque blanche, s'ils sont en direct, eh bien voilà. Donc il y a, à mon sens, aucune barrière et aucune raison de ne pas le faire. Donc, je pense qu'ils vont tous le faire. Autre question. Donc, les EP ou les EME peuvent être participants? Oui. Contrairement à SCT ou à SDD. Alors, en fait, les établissements de paiement et EME peuvent aussi proposer et proposent ils sont connectés à STET et ils sont connectés au scheme SEPA, bien entendu, pour faire du SCT ou du SDD. Donc, c'est le cœur de leur métier. Ils sont déjà connectés. Donc, de toute façon, ils peuvent déjà le faire. Non. Alors, oui, peut-être qu'ils doivent. Oui, alors, effectivement, ils doivent peut-être être adossés à un établissement, notamment pour le cantonnement des fonds. Mais en tout cas, ils peuvent proposer ça à leurs clients. Ils ne sont pas participants directs, effectivement. Mais ils peuvent le proposer, c'est ce que je voulais dire à leurs clients. Donc là, en l'occurrence, d'après mes informations, ils peuvent... oui, c'est un service de messagerie, donc je pense que c'est un peu différent. Après ça, le déclenchement des paiements, il procède du circuit auquel les établissements de paiement et les EME sont, enfin du circuit en place chez eux, c'est-à-dire leur adossement effectivement à un établissement de crédit. Donc de toute façon, ils ont déjà ce service en place et ils vont devenir participants du service de messagerie. C'est bien une surcouche de messagerie, c'est pas un nouveau moyen de paiement ou instrument de paiement. On l'a vu au départ de la présentation. C'est pour ça qu'ils vont pouvoir y participer. Et encore une fois, nos amis de Pinecone ou de Money sont eux-mêmes des établissements de paiement et sont les premiers participants. Est-ce que j'ai été clair? Je l'espère. Voilà. Bon, alors, en tout cas, si vous voulez qu'on en rediscute, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous redonner mon lien de connexion pour prendre rendez-vous. Enfin, vous pouvez cliquer sur le lien directement, prendre rendez-vous ici. Et puis, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Voilà, je vous remets le lien dans le chat. OK. Voilà, je vais devoir libérer la salle. Merci encore. N'hésitez pas, à votre disposition pour apporter des précisions, répondre à des questions, parler de vos projets. À très bientôt pour la prochaine conférence. Au revoir.